Madame la Présidente, mes chers collègues, ma question s'adresse à la ministre déléguée à l'Outre-mer. En Guadeloupe, le décret du 1er avril 1964 a révisé le paiement de la canne à sucre livrée en usine, passant d'un paiement au poids à un paiement basé sur la concentration en sucre cristallisable extractible. Le décret prévoit un prix de la canne composé d'une somme pour le sucre cristallisé et d'une autre qui partage les recettes de l'ensemble de ses coproduits. Ce décret est encore valable, mais avec une application arbitraire. Si le sucre est payé en fonction du taux de sucre extractible, les recettes de la mélasse, du rhum, de la bagasse et des autres coproduits ne sont pas reversées aux producteurs. Cette situation a conduit depuis 1964 à la paupérisation des petits producteurs de canne. Au vu de la valeur des coproduits de la canne, le manque à gagner pour l'économie de la Guadeloupe devra être évalué par une commission d'enquête. De mars à avril 2024, un puissant mouvement de revendication s'est fait entendre, mettant en cause le mode de fixation du prix de la canne et du partage de la valeur de ces coproduits. Ce mouvement questionne sur le devenir de cette culture avec un mot d'ordre: ne plus livrer les cannes, mais les vendre. Il a permis d'entendre les besoins des producteurs. Un prix de la tonne de canne qui prend en compte la valeur de l'ensemble de ces coproduits. Une réorganisation de la filière canne-sucre-rhum en y intégrant l'énergie via la bagasse. Un plan de relance pluriannuel et enfin le contrôle de l'outil industriel. Madame la ministre, quel plan de relance proposez-vous aux producteurs de canne pour faire face aux défis climatiques, à la fin des quotas sucriers, au monopole mortifère et arrogant de l'usine Gardel et celle de Marie-Galante, afin que la canne devienne le pilier de la transition écologique de la Guadeloupe et de sa subsistance alimentaire? Merci. Bravo. Merci beaucoup, mon cher collègue. La parole est à Madame Marie Guévenoux, ministre en charge des Outre-mer. Monsieur le député Baptiste, merci de permettre ici de parler de la situation que connaissent les planteurs de canne et en particulier sur votre territoire, la Guadeloupe. Vous le savez, je me suis rendu déjà 2 fois en Guadeloupe. J'ai eu l'occasion de rencontrer d'ailleurs les planteurs de canne à cette occasion. Et nous étions dans une situation de blocage, 6 semaines, dans lequel la campagne n'avait toujours pas pu être lancée, menaçant les producteurs de canne d'une année blanche. Depuis vendredi, un accord a été trouvé. C'est un travail collectif. Je remercie à la fois le préfet, le président de la région Chalus, le président du département Losbar, puisque cet accord permet à la fois de verser 1 million d'euros du côté de l'État aux planteurs pour faire face au faible taux de sucrosité de la canne, 500 000 euros du côté de la région et 250 000 euros du côté du département sous forme de contribution exceptionnelle. Et puis, vous l'avez souligné, une nécessité aussi pour l'usinier de participer à l'intéressement du bénéfice des planteurs à hauteur de 500 000 euros. Et cela, et nous y veillerons particulièrement, avant la fin juin 2024. Alors, monsieur le député, au-delà de la situation actuelle que connaissent les planteurs, je pense qu'il y a ce sur quoi vous nous interrogez, c'est au fond comment va se dérouler l'avenir. Comme je l'avais dit lors de mon dernier déplacement en Guadeloupe aux planteurs, il faut vraiment faire en sorte de structurer encore mieux la filière qu'elle ne l'est aujourd'hui, c'est-à-dire améliorer d'une part le rendement, diversifier les activités agricoles et surtout faire en sorte de travailler à une nouvelle formule de calcul du prix de tonne de la canne. Voilà, monsieur le député, en tout cas sachez que le gouvernement s'y engage et veille à ce dossier particulièrement. Je vous remercie, madame la ministre. Monsieur le député. Merci madame la ministre. Nous voulons que les producteurs de canne à Guadeloupe ne soient plus des exploités agricoles, mais des exploitants agricoles. Monsieur le Président, chers collègues, monsieur le ministre, malheureusement absent, le 28 février dernier, en marge du Salon de l'agriculture, le président de la République avait tenu à faire savoir à la profession agricole de la dite Outre-mer que celle-ci n'avait pas été oubliée par l'État dans les négociations qui ont suivi la crise de ce début d'année. J'étais présente lors de cette réunion pour entendre le président dire, et je cite, « La souveraineté alimentaire française passe aussi par cette ferme outre-mer, au cœur de nos paysages, de nos territoires, avec des spécificités propres à chacun. Il y a un projet à bâtir et des défis parfois plus importants. » Ces spécificités et défis, monsieur le ministre, nous sommes aujourd'hui forcés de constater leur criante absence du projet de loi d'orientation agricole présenté il y a un mois.
L'agriculture de nos 10 pays d'outre-mer, je le rappelle, représente près de 40 000 emplois actifs, dont une part non négligeable réside sous le seuil de pauvreté. L'agriculture de nos pays d'outre-mer, c'est aussi près de 60% du total des emplois salariés de nos territoires, essentiellement dans la filière agroalimentaire. L'agriculture de nos pays d'outre-mer, c'est aussi 25 000 exploitations, presque un cinquième de notre superficie totale. Une politique publique aussi essentielle, lorsqu'on parle d'autonomie alimentaire, est-elle destinée à passer une fois de plus sous le coup des ordonnances ou d'attendre le moment aléatoire des amendements votés ou pas votés au Parlement? Les travaux engagés par le SIOM, il y a de cela 1 an, avaient permis d'avoir un espoir de renouer une relation de confiance entre les services de l'État, l'État et nos territoires. Je vous invite, Madame la Ministre, à continuer dans cette logique. Pour vous répondre, la parole est à la ministre déléguée en charge du renouveau démocratique, Madame Priscia Thévenot. Merci Monsieur le Président. Madame la sénatrice Conconne, permettez-moi effectivement d'excuser la ministre Agnès Pannier-Runacher qui est retenue en ce moment même en audition, mais qui a tenu effectivement à me faire part de ses réponses. Concernant le projet de loi d'orientation agricole que nous portons, oui, ce texte affirme avec force l'impératif de souveraineté alimentaire et la dimension stratégique de notre agriculture partout, sur tous nos territoires. Il poursuit 3 objectifs qu'il est, je pense, important de pouvoir rappeler ici avec vous. Premièrement, renouveler et assurer le renouvellement des générations, parce que sans force vive, eh bien, il n'y a pas de souveraineté alimentaire et nous devons être capables de former ces nouvelles générations au métier de notre agriculture pour produire davantage dans un contexte climatique exigeant. Le deuxième point, c'est bien évidemment donner un nouveau souffle à notre politique d'installation et de transmission, car il n'y aura effectivement pas de souveraineté alimentaire sans installation nombreuse et partout. Enfin, sécuriser, simplifier, libérer, car il ne peut pas y avoir de souveraineté alimentaire sans suppression de contraintes inutiles. Comme vous le savez, comme cela avait été rappelé alors, ce texte a été construit sur la base de larges concertations qui ont duré plus de 6 mois et se sont déroulées dans chacune de nos régions métropolitaines comme en Outre-mer. J'entends parfaitement votre question et votre interrogation et votre alerte et je peux vous assurer ici que les ministres Agnès Pannier-Runacher et Marc Fesneau se tiennent à votre disposition pour pouvoir avancer en profondeur sur d'autres sujets que vous voudrez bien leur soumettre. Merci. Madame Conconne, vous avez quelques secondes. Non, il n'y a pas eu de longue concertation, Madame la Ministre. Donc, je prends la balle au bond et j'attends cette concertation que vous annoncez avec vos collègues Fesneau et Pannier-Runacher. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, quand vous vivez dans un territoire oublié de la LGV, à Gourdon, à Vierzon, à Argenton ou à Clermont, le train ne vous inspire plus qu'un sentiment de régression, d'abandon et d'exclusion. Quand la SNCF vous annonce, pour justifier un retard ou une annulation, l'absence d'agents d'astreinte, la présence de givre, de sangliers, de trop fort vent ou de feuilles sur les voies, vous n'êtes plus vraiment surpris par ces situations qui frôlent l'absurde. La réalité, Monsieur le Ministre, c'est que nos intercités, ces trains du quotidien, qui ont longtemps incarné l'aménagement équilibré du territoire, sont malades. Malades d'un sous-investissement chronique depuis plusieurs décennies. La colère gronde sur toute la ligne et nos territoires risquent de dérailler. Face aux galères de la SNCF et à défaut de pouvoir prendre le train, plusieurs de nos entreprises locales ont menacé de prendre le large. Dans ce contexte dégradé, les travaux de régénération et la mise en circulation des nouvelles rames oxygène auraient pu redonner une bouffée d'air au matériel roulant à bout de souffle des lignes POLT et Paris-Clermont-Ferrand. Mais la nouvelle est tombée en fin de semaine dernière. Le constructeur nous informe qu'une défaillance technique reporte la livraison au premier trimestre 2027. Ce matériel nous a initialement été promis pour 2022. Avez-vous la garantie que ce nouveau délai sera respecté? Toute la transparence doit être faite sur la responsabilité de chacun. Pourquoi avoir choisi un constructeur qui n'a pas l'habitude de travailler avec la SNCF et qui proposait un matériel sur plan dont aucune des composantes n'avait été éprouvée? Le sort s'acharne sur nous puisque la SNCF envisage, semble-t-il, de suspendre le trafic de jour sur la ligne POLT entre Paris et Orléans d'août 2025 à janvier 2026. Est-ce que vous me confirmez ce scénario inacceptable?
Enfin, le gouvernement a-t-il prévu de replacer ce dossier en haut de la pile pour sauver nos trains d'équilibre de territoire et promouvoir le moyen de transport le plus décarboné qui existe à ce jour? Comment allez-vous leur redonner la fiabilité, la rapidité et l'intérêt qu'ils méritent? Monsieur le ministre, combien de temps encore allez-nous vous laisser au bord du quai? Pour vous répondre, la parole est au ministre délégué en charge des Transports, Monsieur Vergrit. Merci Monsieur le Président, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Wessous-Faure. Vous l'avez dit dans votre propos, ce sont des décennies de sous-investissement dans l'entretien du réseau ferroviaire national qui expliquent la situation que vous décrivez. Sans doute aussi un choix pendant des décennies de privilégier le TGV au détriment de notre réseau ferroviaire du quotidien, de ce que vous appelez ce qui est hors du tout TGV. Ça fait notre fierté nationale aujourd'hui. Nous sommes contents d'aller de Paris à Bordeaux en 2 heures, mais c'est notre réseau national qui en pâtit aujourd'hui. C'est cette majorité qui a décidé d'enclencher le rattrapage. Et le contrat entre l'État et SNCF Réseau qui a été signé en 2022 prévoit 3 milliards d'euros par an d'investissement dans la régénération ferroviaire, un montant, écoutez-moi bien, 3 fois plus important que ce qui était au milieu des années 2000. Et ce montant a vocation, et c'est un engagement, d'être apporté à 4,5 milliards d'euros par an à la fin de ce quinquennat. Concrètement, ça signifie que pour la ligne Paris-Limoges-Toulouse que vous évoquez, c'est 1,6 milliard d'euros qui sera injecté pour permettre sa rénovation. Et sur la ligne Paris-Clermont, c'est 760 millions d'euros qui sont injectés grâce à cet effort, supérieur à tout ce qui était fait pour toute la France au milieu des années 2000. Auquel je rajoute effectivement 800 millions pour le matériel roulant. Et je suis comme vous, consterné, quand j'ai appris effectivement le retard, le nouveau retard, le 2e retard affiché par CAF, cette fois-ci pour un problème de frein et de moteur. Et je puis vous dire, quand j'ai rencontré le PDG, que je lui ai demandé non seulement toute la transparence à l'égard des élus locaux, mais à l'égard aussi des associations d'usagers. Et je lui ai demandé à chaque fois une présence systématique. Mais je demande également à CAF de garantir le calendrier de début 2027 qu'il a indiqué. En tout cas, je tenais à vous dire que le réseau ferroviaire à remettre en route, c'est du temps long. Vous concluez. C'est du temps long et vous pouvez compter sur moi pour le mettre en haut de la pile, le Paris-Limoges-Toulouse et le Paris-Clermont. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, depuis plusieurs semaines, les Français prennent conscience que les Mozart autoproclamés de la finance ne maîtrisent pas le solfège. Les avances et les hypothèses brutales concernant la réduction des dépenses publiques se succèdent et font saigner d'inquiétude les oreilles de nos concitoyens, des élus locaux et des hommes et des femmes qui travaillent dans la fonction publique territoriale. Et pourtant, la part des dépenses des collectivités françaises est nettement inférieure à la moyenne européenne. Et pourtant, nos collectivités sont exemplaires, qu'il s'agisse de la dette, de l'investissement ou des services publics. Mais les nuages s'accumulent à la suite de vos décisions. Tout d'abord, la quasi-disparition de l'autonomie financière et fiscale, la compression des dépenses de fonctionnement 0,5 points en dessous de l'inflation, les transferts de charges nettes, les transferts de compétences et de recettes qui ne sont que partiellement couverts, comme la CVAE, 800 millions de perdus pour les collectivités, les charges des normes, 2,5 milliards en 2022, fois 3 par rapport en 2019, le fonds vert en baisse, le programme de stabilité qui révise à la baisse la croissance de la fraction de TVA allouée aux collectivités territoriales, sans oublier l'augmentation des dépenses contraintes en lien avec les besoins sociaux qui augmentent chaque jour, comme l'alerte d'ailleurs l'UNCCAS. Et face à cela, nous avons eu un rapport de l'Inspection générale des finances qui insiste sur la mutualisation, alors que nous prônons et nous sommes attachés les uns les autres à la libre administration des collectivités. Un rapport qui préconise le télétravail alors que nous défendons le lien humain qui est absolument indispensable. Un rapport qui encourage les fermetures d'écoles alors que nous défendons les services publics. Un rapport qui évoque la sobriété foncière, ignorant le coût de la densification et du renouvellement urbain. Donc, Monsieur le Ministre, la question est simple. Quel sort votre gouvernement entend-il réserver aux collectivités territoriales? Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est au ministre délégué en charge des comptes publics, Monsieur Cazenave. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur, nous partageons beaucoup de choses entre l'État et les collectivités territoriales. Et nous partageons aussi les finances publiques. Et j'en veux pour preuve qu'à travers les crises que nous avons traversées, l'État a toujours soutenu les collectivités territoriales par des fonds exceptionnels, par le filet de sécurité
inflation, par le fonds vert que vous avez évoqué, qui n'existait pas avant le début de cette mandature. Donc on s'est toujours porté aux côtés des collectivités territoriales. Et là, qu'est-ce qu'on dit en responsabilité avec les collectivités territoriales? On doit ensemble redresser les finances publiques. C'est l'intérêt de l'État, c'est l'intérêt des collectivités territoriales, c'est l'intérêt de la sécurité sociale. C'est un objet commun, les finances publiques. Et on ne leur dit pas baissez vos dépenses. On leur dit faites en sorte que vos dépenses de fonctionnement augmentent un peu moins vite que l'inflation. C'est ça l'accord qu'on doit trouver avec les collectivités territoriales. Et quand une partie de cet hémicycle nous demande de faire plus d'économies, et au moment même où on dit aux collectivités essayons de ralentir la dépense, j'y vois là une petite contradiction. S'agissant de votre question, nous avons réuni avec Bruno Le Maire, Christophe Béchu, Dominique Faure, le Haut Conseil aux finances publiques locales. Voilà ce qu'on leur a partagé. Voilà la feuille de route, ce n'est pas des contrats de Cahors. Est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur des économies que vous feriez, bonnes pour vous, bonnes pour nous? Vous avez notamment le maire de Charleville-Mézières, Boris Ravignon, qui a été saisi d'une mission pour identifier où est-ce qu'on peut faire des économies ensemble. Éric Woerth, le député qui a été chargé par le président de la République d'une mission, chargé justement d'identifier des transferts de compétences, de quoi faire plus simple, de quoi faire moins coûteux. Moi, je suis convaincu qu'on peut trouver cette ligne de crête et c'est là-dessus que je suis engagé aux côtés de Dominique Faure, Bruno Le Maire, Christophe Béchu et l'ensemble des associations d'élus locaux. Monsieur, cher collègue Uzna. Monsieur le ministre, vous ne vous êtes pas positionné sur le rapport de l'inspection générale, donc on en déduit que vous en partagez les orientations. Nous, ce que nous disons et nous redisons à chaque séance, c'est que les élus locaux ont besoin de visibilité pour leurs finances, pour leur budget. C'est un impératif démocratique au plan local comme au plan national, que ça passe par un PLFR, un débat 50-1 proposé par notre président de groupe. Vous le devez aux Français, aller chercher des recettes, c'est possible, sur l'ISF climat, sur les super profits, sur la révision des niches, plein de leviers qui existent. Les élus locaux nous attendent. Conclure. Merci.